Guten Abend, bonsoir. Un regard franco-allemand sur l'actualité. Willkommen dans Arte Journal. Les titres de ce dimanche 1er mai. 2 attaques en Turquie contre la police et l'armée, l'une à la voiture piégée, l'autre dans la région à majorité kurde où l'armée combat le PKK. Les traditionnels défilés du 1er mai sous tension en France, émaillés de débordements dans un contexte de contestation de la loi travail. Stocker son énergie grâce à l'hydrogène, un refuge dans les Alpes a sauté le pas, initiative primée à la COP21, reportage en immersion à la fin de ce journal. Un poste de police littéralement soufflé à Gaziantep en Turquie. L'explosion a fait au moins 2 morts et dans le même temps, plus à l'est, des soldats sont tombés dans des combats contre le PKK. L'armée fait la guerre aux rebelles kurdes, le climat est tendu. Sophie Rosenzweig. C'est une voiture piégée qui a explosé devant le quartier général de la police de Gaziantep. Cet attentat a tué 2 policiers et fait 22 blessés. Aucune revendication officielle pour l'instant. Gaziantep, ville frontalière avec la Syrie qui accueille un très grand nombre de réfugiés, est régulièrement la cible des attaques du groupe État islamique. Car le I contrôle une partie de cette frontière. Face à ce regain de tension, le gouvernement turc diligente une enquête. Nous sommes opposés à toute forme de terrorisme et nous condamnons fermement l'attaque sanglante qui s'est déroulée à Gaziantep aujourd'hui. Je suis très triste et veux exprimer mes condoléances aux officiers. Que Dieu soit avec eux. J'espère que les policiers blessés se remettront vite. Un attentat qui pourrait également être revendiqué par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, car c'est l'ennemi juré du gouvernement turc. Surtout que depuis une semaine, Ankara a lancé une nouvelle opération militaire d'envergure contre les rebelles kurdes à Nusaybin, à la frontière syrienne. Aujourd'hui, 3 soldats turcs ont été tués et 14 autres blessés. De son côté, le PKK ne baisse pas non plus les armes. Il annonce vouloir intensifier les combats contre les forces de sécurité. En clair, relancer la spirale de la violence, notamment par des attentats contre les symboles de l'État turc. Après plus de 2 ans de cessez-le-feu, le conflit kurde a repris l'été dernier, sonnant le glas des pourparlers de paix engagés à l'automne 2012. Cette rébellion a fait plus de 40 000 morts en 30 ans, n'épargnant pas non plus les civils. Toujours en Turquie, un 1er mai très mouvementé à Istanbul. Les manifestations n'étaient pas autorisées, mais de nombreux protestataires se sont réunis en divers endroits de la ville, notamment sur la célèbre place Taksim. La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser des militants pro-kurdes. Un homme est mort écrasé par un véhicule anti-émeute. À Istanbul, 25 000 policiers ont été mobilisés, de nombreuses rues fermées. Défilé sous tension aussi en France, des manifestations inscrites dans le mouvement de contestation de la loi travail. Pour la première fois depuis 7 ans, les syndicats ont appelé à manifester ensemble, mais cela n'a pas suffi à éviter les débordements, surtout à Paris. Marina Mekawi nous en dit plus. En dépit d'un impressionnant dispositif de sécurité, des échauffourées ont éclaté comme ici à Paris. En marge des cortèges de la Journée internationale des travailleurs, plusieurs dizaines de personnes cagoulées ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène. Rennes, Marseille, les défilés du 1er mai ont été émaillés de violences dans plusieurs villes. Dans les cortèges, l'ambiance était bon enfant pour cette fête du travail, une mobilisation placée contre la loi El Khomri. Même les frères ennemis, CGT et FO, ont manifesté unis pour la même cause. On est prêt à discuter d'une autre réforme qui soit une réforme de progrès, y compris de simplification, mais pas pour remettre en cause les droits des salariés. Donc ça suppose qu'il y ait une discussion sur le fond, ce qui n'a jamais eu lieu jusque maintenant. Syndicalistes ou simples citoyens, le projet de loi travail inquiète de nombreux Français. Le choix qu'a fait le gouvernement aujourd'hui, c'est un choix qui est complètement contraire aux aspirations de ceux qui avaient élu François Hollande. Et ce choix-là, c'est un choix libéral qui est assumé par le gouvernement. Mais nous assumons aussi le fait de ne pas vouloir subir la régression sociale. La loi va arriver, je crois, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on manifeste notre mécontentement et notre désaccord complet avec ce type de loi qui, non seulement ne créera pas d'emplois, mais au contraire va en détruire énormément. Tous les syndicats ne sont pas contre la loi travail. Les réformistes CFDT, CFTC et UNSA sont en partie d'accord avec le texte. Les opposants vont maintenir leur mobilisation. Des rassemblements sont prévus mardi prochain à l'occasion de l'ouverture à l'Assemblée nationale des débats sur la réforme.
La colère en Irak ne faiblit pas. Des milliers de manifestants occupent la zone verte ultra sécurisée de Bagdad. Hier, ils ont envahi le Parlement. Au cœur de la protestation, l'échec du Premier ministre à mettre en place un nouveau gouvernement pour tenter d'en finir avec la corruption. Alors que les États-Unis craignent que l'agitation ne fasse oublier la lutte contre le groupe État islamique, la crise politique profite au moins à Moqtada Sadr. Le chef religieux chiite est sur le devant de la scène et réclame des réformes. Le récit de Franck Dur. La zone verte à Bagdad en état d'urgence. Aujourd'hui encore, de nombreux manifestants ont investi le quartier des institutions et des ambassades, même s'ils se sont retirés du Parlement. Cette zone ultra sécurisée de la capitale irakienne avait été prise d'assaut hier par des milliers de manifestants. Ils sont chiites et partisans du chef politique religieux Moqtada al-Sadr. Ils manifestent depuis plusieurs mois contre la corruption et réclament une réforme du système politique. Après le nouvel échec hier des députés à voter un gouvernement, les manifestants ont envahi le Parlement. Nous, le peuple, occupons le Parlement. Nous demandons une seule chose, que le gouvernement actuel soit remplacé par un gouvernement de technocrates. Le Premier ministre Haider al-Abadi tente en effet depuis plusieurs semaines de mettre en place un gouvernement indépendant de technocrates. Mais il se heurte à la résistance du Parlement qui privilégie la représentation actuelle de tous les partis et groupes religieux. De son côté, le prédicateur chiite al-Sadr appelle ses partisans à la grève. Son objectif, faire pression sur les hommes politiques pour qu'ils mettent enfin en œuvre les réformes. Je soutiens le peuple. Nous boycottons tous les représentants politiques, sauf ceux qui font preuve de transparence et d'honnêteté et qui veulent de vraies réformes. J'attends le grand soulèvement du peuple, la révolution, pour stopper les corrompus. En pleine crise politique, le pays doit également gérer une crise économique liée à la chute du prix du pétrole. Pour sortir la tête de l'eau, Bagdad négocie actuellement avec le FMI des crédits de plusieurs milliards. Affaibli sur tous les plans, l'Irak est donc en bien mauvaise posture pour faire face à la menace islamiste. Et on reste en Irak pour la première de nos infos, en bref, préparée par Yanina Schnour. Encore un attentat contre les chiites dans le sud de l'Irak. Une double attaque suicide revendiquée par le groupe État islamique a fait au moins 33 morts et 55 blessés. Les voitures piégées ont explosé dans le centre de la ville chiite de Samawa. Hier, ce sont les pèlerins chiites qui étaient visés dans une attaque suicide de l'EI près de Bagdad. Au moins 23 personnes ont été tuées. Sauvetage de migrants en Méditerranée. Ce bateau norvégien a ramené 454 personnes dans le port de Pozzallo en Sicile. Après l'accord passé entre la Turquie et l'Union européenne, de plus en plus de migrants tentent de rallier le vieux continent en passant par l'Italie malgré les risques. Depuis le début de l'année, près de 1200 personnes se sont noyées en Méditerranée. Le président vénézuélien augmente le salaire minimum de 30% en but de la manœuvre, renforcer le pouvoir d'achat dans un pays qui connaît la plus forte inflation au monde. L'économie du Venezuela est moribonde, surtout depuis que les cours du pétrole sont au plus bas. L'opposition veut organiser un référendum pour destituer le président Nicolás Maduro. Des données du parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, ont été piratées. Des activistes de gauche ont publié sur un site indépendant, Indymedia, les noms, adresses, numéros de téléphone et autres données personnelles de plus de 2000 participants au congrès de l'AfD qui se déroule ce week-end à Stuttgart. Un des dirigeants du parti populiste islamophobe a promis des poursuites judiciaires. Un bol d'air pur à présent dans ce climat parfois lourd de l'actualité. Direction les Alpes, en plein parc national de la Vanoise, un site protégé, à la découverte d'un refuge high-tech. L'endroit n'est accessible qu'en ski ou en raquette, mais il est entièrement autonome en énergie. Le refuge a même vécu une petite révolution, l'installation d'une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène, et c'est une première mondiale dans ces conditions. L'initiative a été primée à la COP21 en décembre dernier. Immersion de 24 heures dans ce refuge au-dessus de Tignes, signé Manuel Dantas et Thomas Vollherbst. Le soleil se lève sur le refuge du col du Palais. Situé à 2600 mètres d'altitude, il est coupé du reste du monde pendant tout l'hiver. Depuis 2 ans, il a rouvert ses portes en cette saison et accueille des amoureux de la nature pour la nuit ou juste pour se restaurer. Pour Nicolas, qui a pris la gérance du site, les journées sont rythmées par l'entretien des lieux et la préparation des repas.
Donc garder un refuge, c'est s'occuper d'un site isolé, et qui dit isolement dit autonomie, notamment en matière d'énergie, puisqu'on n'est pas connecté à aucun réseau. On doit être autonome en électricité, donc on s'appuie sur le solaire et également notre nouveau système à base d'hydrogène. Des panneaux photovoltaïques équipent le bâtiment et alimentent des batteries. Un système qui ne fonctionne que quand le soleil brille. Pour que le site soit autonome, par tout temps, l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène. La solution est en partie sur le dos de Marion, qui rejoint son mari. Elle ramène un module informatique pour la gestion de cette pile à combustible. Marion est accompagnée de 2 ingénieurs de la société qui a conçu l'installation. Aujourd'hui, c'est une visite de maintenance avec toutes les contraintes de la haute montagne. Purée, la porte elle est complètement inaccessible. Et là, il y a à peu près 1,60 m à dégager pour qu'on puisse rentrer dans le local. En refuge, forcément, il n'y a pas d'éboueur, on est loin de la route. Donc ça veut dire que tous les déchets, c'est nous qui devons les gérer. Donc on essaie d'optimiser un petit peu tout ça. Donc la première des choses, c'est de monter le moins possible de choses à redescendre. Donc là, par exemple, j'écrase les canettes parce que ça redescend sur mon dos. Moins il y a de volume et plus je peux en transporter. Ces panneaux solaires permettent de chauffer la station autonome. Le local est un bâtiment passif. Il minimise les pertes de chaleur dans ce milieu extrême. Antonio Vega nous explique le système de production d'hydrogène par électrolyse. Les molécules d'eau sont dissociées en hydrogène et oxygène, un système qui utilise le surplus d'électricité produit par les panneaux du refuge. Dans cette armoire-là, on a le réservoir d'eau, 50 litres, c'est ce réservoir-là qu'il faut absolument éviter que ça gèle. Le module électrolyseur qui sert à produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Et au-dessus, nous avons le module pile à combustible. Cette pile est utilisée lorsque les batteries alimentées par le solaire sont vides. Alors l'hydrogène qui est stocké ici sert à alimenter la pile à combustible. Cette pile à combustible produit un courant électrique en combinant l'hydrogène qui est ici avec l'oxygène de l'air. Et le résidu qu'on a, c'est uniquement de l'eau, donc c'est très propre. L'eau ici, c'est également une contrainte au quotidien. C'est vrai que l'hiver, ne pas avoir d'eau au robinet, c'est tout de suite un peu plus galère. Toutes les actions de lavage, de nettoyage prennent un peu plus de temps puisqu'il faut faire fondre la neige et faire bouillir l'eau avant de pouvoir l'utiliser. Et le respect de l'environnement passe aussi par un traitement spécifique des déchets organiques. Là, on est dans le toilette sec du refuge, toilette sec puisque l'hiver, je n'ai pas d'eau. Ça fonctionne avec de la sueur, tout simplement. C'est de la cellulose, ça se composte. Voilà, donc là, c'est le composteur où je composte à la fois les déchets du toilette sec et à la fois mes déchets alimentaires, donc tout ce qui est épluche de légumes. Dès que l'homme fait quelque chose, il a un impact sur le milieu. L'objectif, c'est de le minimiser. Voilà, ce que j'espère, c'est qu'on ne transforme pas effectivement la végétation parce qu'on a un apport organique, quoi. L'approvisionnement du site en nourriture et matériel a lieu une fois par saison par hélicoptère. Vivre en refuge implique toute une organisation qui intrigue les clients. À la base, on vient pour l'expérience, passer une nuit au milieu de la montagne, loin de tout, entre nous, isolés. Et après, c'est vrai, quand on arrive, on se pose plein de questions. Comment ça marche, comment on a l'électricité ici, comment arrive l'eau. Et c'est super intéressant de comprendre ce qui a été fait. L'objectif du système, c'est que ça soit transparent, c'est-à-dire que moi, que je sois sur les batteries alimentées par le solaire ou les batteries alimentées par l'hydrogène, ça a assez peu d'effet. Par contre, au quotidien, oui, ça m'amène quand même beaucoup plus d'autonomie et notamment, je n'ai plus à utiliser le groupe. Et un groupe électrogène en moins, c'est moins de pollution. Cette installation pilote, qui a coûté près de 210 000 €, a été financée à 80% par l'Union européenne. D'autres sites isolés sont intéressés, comme le cirque de Mafat à La Réunion. Respirer, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le magazine Carambolage passe au crible les petites différences culturelles entre Français et Allemands. À 20h15, Vox Pop enquête sur le coût de l'euro 2016. Et puis à 20h45, rendez-vous avec John Wayne dans 100 $ pour un shérif, le western qui a valu un Oscar à l'acteur mythique.
Demain, l'info commence tôt pour les plus jeunes, 7h35 pour Arte Journal Junior. À 19h45, vous retrouverez Méline Freda à cette même place pour vous informer. Très belle soirée à vous. Schönen Abend und bis bald. Tschüss.